député Moustapha Diop, cité dans une affaire de détournement présumé de deniers publics. Dans ce journal, le portrait du responsable politique de Louga qui a joué les premiers rôles dans le régime de l'ex-président Macky Sall. Nous évoquerons les relations entre le Sénégal et la Mauritanie avec des hauts et des bas, notamment au sujet des émigrés en situation irrégulières qui ont été arrêtés et rapatriés dans des conditions décriées par le gouvernement. Vous entendrez la réponse de la Mauritanie à ces récriminations. Et puis également au sommaire, le lac Redba qui reprend des couleurs. Le lac Rose reprend sa teinte naturelle qui lui vaut une réputation mondiale. Vous le verrez, ce n'est pas le fruit du hasard. Et puis nous débattrons dans notre rubrique Point de vue de la loi portant levée partielle de l'immunité qui a été accordée aux acteurs des événements politiques entre 2021 et 2024. À la mise en onde, Abdoulaye Diop. Souleymane Niang. Mais d'abord, allons au parc Niokolo Koba où les agents ont interpellé hier un braconnier de nationalité guinéenne. Il s'était introduit dans la réserve en compagnie d'un autre individu qui a réussi à s'échapper lors de la course-poursuite. La fouille de leur campement a permis de saisir une arme et des munitions. Les détails avec Papoussé Diallo. La montée du braconnage ces derniers temps dans le parc Niokolo Koba peut se mesurer à l'aune des coups réalisés par les éléments du lieutenant-colonel Paul Moïse Diédhiou. Ces malfaiteurs traversent la frontière et s'infiltrent dans ce patrimoine mondial protégé, grand de 913 000 hectares. Mais c'est sans compter avec les agents qui ne laissent aucune chance à ces malfaiteurs pour protéger et préserver ce floron. C'est ainsi que les agents du parc en opération de sécurisation menée dans l'après-midi d'hier ont surpris 2 braconniers lourdement armés. À la vue des gardes, les suspects ont tenté de prendre la fuite. La prompte réactivité des agents a permis de maîtriser Issa Gadjigo, âgé de 77 ans, d'origine guinéenne. Les agents vont par la suite trouver par devers lui une arme de guerre de type HKS et 9 munitions. L'enquête a révélé que le braconnier a été arrêté en 2021. Tambacounda, Papoussé Diallo, Radio Futur Média. Taxi urbain contre VTC, le procès qui devait se tenir ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Dakar a été renvoyé au 14 avril prochain en audience spéciale. Dans cette affaire, le regroupement des taxis urbains accuse les VTC, Yango et autres Yassir et Hitch de pratiquer un transport irrégulier en plus de se livrer à une concurrence déloyale au détriment des chauffeurs traditionnels. À Kaolack, le service régional des mines pris d'assaut par les conducteurs de moto Jakarta à quelques 24 heures de la fin de l'opération d'immatriculation des 2 roues. Certains s'offusquent des lenteurs dans le traitement des dossiers, situation qu'ils imputent à un manque de personnel. Reportage Fatumbo. Les nerfs sont prétendus devant une longue file d'attente au service des mines. Certains conducteurs de moto Jakarta ne supportent guère le désordre. Les adeptes du dernier moment ont envahi les lieux à 24 heures de la fin de l'opération d'immatriculation des 2 roues, ce que déplorent certains, notamment le président de la Fédération des vélotaxis de Kaolack. Toujours, c'est la faute des Sénégalais. Nous devons toujours attendre le dernier mot pour venir. Ça pose toujours problème. On a attendu le dernier moment pour venir vraiment se bousculer. Assis sur un tronc d'arbre, portant des lunettes de soleil, Lamine Ndiaye n'arrive toujours pas à immatriculer sa moto Jakarta, faute de disponibilité depuis le début, dit-il. Le Jakartaman dénonce et réclame la décentralisation du travail pour aider les acteurs. Je fais des va-et-vient depuis le début, mais jusqu'à présent, je n'arrive pas à immatriculer ma moto parce qu'à Kaolack, il y a beaucoup de motos Jakarta. Même ceux qui sont à Fatick et ses environs viennent ici. Il faut que le travail soit décentralisé pour que cela se fasse plus rapidement, car c'est un réel problème. Baïmoudou, un cinquantenaire, court toujours après des papiers selon lui pour s'immatriculer. Les agents l'ont renvoyé pour obtenir la copie conforme. Je n'arrive pas à avoir les papiers conformes pour déposer. Je cours derrière les vendeurs de motos pour les obtenir. Cet enseignant sous couvert de l'anonymat attend depuis 7 heures du matin pour se conformer, mais il déplore et dénonce le nombre insuffisant de personnel
du service. Puis ce matin, je suis là, mais il n'y a que 2 personnes qui sont là. Donc, dans ces circonstances, pareil, il fallait augmenter le personnel pour permettre à tout le monde vraiment de muter le plus rapidement possible. Une dérogation du délai brûle toutes les lèvres dans le Saloum à 24 heures de la fin de l'opération d'immatriculation des 2 roues. Les conducteurs de moto Jakarta présents au service des mines appellent leur père à venir massivement. Fatou Kaulak, Radio Futur Média. RFM, la radio de toute l'actualité. Vers une levée de l'immunité parlementaire de Moustapha Diop. Les membres de la commission des lois, de la décentralisation du travail et des droits humains de l'Assemblée nationale convoqués aujourd'hui même pour l'installation d'une commission ad hoc. L'ancien ministre de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises est cité dans une affaire de détournement de deniers publics. Mohamed Ali Mouba retrace le parcours de cet homme, plus politique, aux méthodes controversées. Moustapha Diop, dont on demande la levée de l'immunité parlementaire, vous le savez, est cité dans une sombre affaire de détournement de deniers publics, soupçonné d'avoir bénéficié des fonds détournés prétendument utilisés pour financer sa campagne. Le juge financier veut en savoir en tout cas davantage dans le cadre de l'enquête sur le détournement présumé de plus de 700 millions de francs CFA au sein de l'agence d'aménagement et de promotion des sites industriels. La principale accusée dans cette affaire, Tabaskinkom, ancienne agente comptable particulière de régulation du secteur de l'énergie, a été inculpée et placée sous mandat de dépôt par le juge d'instruction financier, poursuivi pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, détournement de deniers publics, accès frauduleux à un système informatique et entrave au bon fonctionnement de ce système. Sous le régime du président Sall, un rapport de la Cour des comptes a mis en cause le responsable politique de Louga dans le cadre du programme Force Covid-19. Moustapha Diop aurait désigné lui-même Souleymane gestionnaire pour un compte du dépôt, une prérogative, vous le savez, réservée au ministre des Finances. Mohamed Ali Mouba, à l'instant en direct dans ce studio. Merci. 12h08. Tout autre chose maintenant, la Fédération des syndicats de la santé entame à partir de demain, jeudi, une grève de 48 heures. C'est pour exiger le respect des accords signés avec les autorités. À Ziguinchor, la mobilisation est déjà de mise pour paralyser le maximum possible le système de santé dans la région. Les syndicalistes veulent en profiter pour, disent-ils, dénoncer la gestion opaque du centre hospitalier régional. Siméon Faye, secrétaire général de la section Sintras ou Sintras du centre hospitalier régional de Ziguinchor, au micro de Lamine Ba. À partir de jeudi 13 mars 2025 et vendredi 14 mars 2025, la Fédération des syndicats de la santé du Sénégal compte partir en grève de 48 heures. Donc les motifs sont le non-respect des accords signés entre l'État du Sénégal et les syndicats de la santé au mois de mai 2022. Notamment dans lesquels aussi il y a la généralisation de l'indemnité de logement à tous les agents de la santé. Donc il y a aussi le point concernant le recrutement des agents de la santé dans la fonction publique. Il y a aussi le point concernant la finalisation du processus de reclassement et la gestion de carrière des agents de la santé. Il y a aussi l'application du décret 2016-404 portant statut du personnel des établissements publics de santé. Un décret signé par le président de la République, Macky Sall, depuis 2016, mais qui tarde à être appliqué au niveau de la santé. Le Sintras de l'hôpital régional de Ziguinchor doit faire prendre ses responsabilités l'État du Sénégal quant à la gestion catastrophique du centre hospitalier régional de Ziguinchor par un directeur incompétent, politique, népotique et partisan, non issu du système de santé, donc n'ayant aucune maîtrise sur la manière de manager un établissement public de santé. Il y a aussi le non-respect des 2 protocoles d'accord signés entre le directeur du centre hospitalier régional de Ziguinchor et le Sintras de la structure que j'ai l'insigne honneur de diriger. Il y a aussi le fait qu'à travers vraiment ce panel, vous nous permettrez d'informer l'opinion publique nationale et internationale de l'entrée en vigueur du préavis de grève du Sintras déposé le 11 février et donc la perturbation du climat social dans la structure les jours à venir. Et puis, vous l'avez remarqué, des crises d'hystérie collective de jeunes filles dans des établissements scolaires. Les trans qu'on appelle communément Dine Maimouna refont surface. Comment expliquer ce phénomène? Le professeur Maktar Ba, neuropsychiatre, parle d'un trop-plein de frustration et de stress
qui s'expriment par de fortes émotions. L'hystérie touche le plus souvent les filles et les établissements doivent mettre en place des espaces de dialogue et de discussion pour aider les élèves à être beaucoup plus à l'aise. À Wambaye. Des crises d'hystérie collective qui sont l'expression d'un mal-être profond. Le neuropsychiatre, le professeur Marc Tarba, nous parle de l'hystérie. Dans toutes les situations, on a de fortes émotions. Alors, c'est des situations où on est frustré, il y a des contrariétés. Dans toutes ces situations-là, on a de fortes émotions. Ces émotions-là vont être converties en signes somatiques. Et les signes somatiques, ça peut prendre l'allure de crise, donc crises qui sont généralisées. Si on regarde, en fait, c'est des crises où la personne le corps va bouger. C'est comme si on avait des contorsions. Alors, quand on a des crises d'hystérie collective, souvent ça traduit un malaise social ou sociétal. Il y a des facteurs de souffrance au niveau des familles, souvent, qui sont exprimés au travers de ces crises. Guinée Maïmouna, c'est le nom que l'on donne à ce phénomène et le professeur Ba explique pourquoi ce sont les filles qui sont les plus touchées dans les écoles. Comme le nom l'indique, c'est des crises qui vont concerner plusieurs personnes à la fois. Quand on parle d'hystérie, en fait, c'est une maladie et qui va toucher beaucoup plus les filles que les garçons. C'est une maladie dans laquelle, en fait, les explorations habituellement, l'IRM, le scan, la radiologie, l'imagerie et autres, vont être normales. Parce qu'en fait, la souffrance, elle est psychologique. Et face à ce phénomène, l'école doit s'adapter et offrir aux élèves des espaces d'écoute, des discussions. Il faut un espace où on peut poser des choses, où on peut avoir des espaces de dialogue, où on peut s'exprimer librement. Et ça, c'est un espace qui est important. Malheureusement, il n'existe plus dans les familles parce que au niveau de l'école, il n'y a plus ces espaces-là. Donc, il faut peut-être qu'on pense à renforcer le nombre de psychologues scolaires, je pense, et renforcer les groupes de parole. Pour le spécialiste, cette hystérie touche les lycéens qui sont des adolescents. Et c'est un âge très sensible qui mérite une attention particulière. Et puis, y aurait-il une crise d'autorité dans l'école sénégalaise? Des attitudes d'élèves regrettables notées ces derniers temps. Certains qui insultent leurs enseignants via les réseaux sociaux ou les menacent. D'autres se braquent contre leurs professeurs. Flashback sur des faits qui se sont déroulés au CM Boucotte de Ziguinchor et au CM Commune 2 de Kaffrine, opposant élèves et enseignants, avec Koumbassane Faye. Entre fin février et début mars, 12 incidents dernièrement au CEM Commune 2 de Kaffrine. Les enseignants et le chef d'établissement ne parlent plus le même langage. Ces derniers s'étaient rangés du côté des élèves qui se sont braqués suite à leur expulsion par leurs enseignants. Mais avant, au CEM Boucotte à Ziguinchor, des élèves ont insulté leurs enseignants via les réseaux sociaux. Le constat est devenu une tautologie. Mamadou Sanusiba est professeur de philosophie au lycée Diakhaï. L'école, de façon générale, est en train de devenir le lieu de l'irrespect et de la violence. Il va même plus loin pour dire que le système n'a pas fait de l'enseignant le maître devant ses élèves. L'autorité de l'enseignant au niveau de l'école. Des professeurs ont été insultés, des professeurs ont été séquestrés, des salles des profs ont été brûlées, saccagées. C'est le système éducatif lui-même qui est en train de faire de l'enseignant un objet entre les mains de ses élèves. Un autre acteur de l'éducation, Mandao Ambaye, ancien proviseur du lycée scientifique Limamoulaye, même si l'enseignant reconnaît que ce phénomène existait et qu'il a été amplifié par les réseaux sociaux. Il le condamne fermement. Malheureusement, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que les réseaux sociaux sont là pour faciliter et amplifier ces crises. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment mobiliser tous les acteurs pour qu'ensemble, nous nous appliquions à faire comprendre aux élèves que dans tous les cas de conflit, le dernier à perdre, c'est vraiment l'élève. Mais il faut dire que les élèves ne sauraient être les seuls instigateurs en cas de tension dans l'espace scolaire. Dans un passé récent, une vidéo circulait sur les réseaux sociaux montrant une enseignante en train d'insulter ses élèves. Des faits qui se sont déroulés à l'école Wokam 6 et lors des législatives. Une vidéo montrait encore un enseignant appelé à voter une liste pour dire que le mal est plus profond. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Les relations entre Dakar et Nouakchott sont-elles au beau fixe? Retour sur les mots peu diplomatiques de Mme Yacine Fall, ministre des Affaires étrangères du Sénégal, après ce qu'elle a qualifié de traitements inhumains de Sénégalais résidant en Mauritanie. Le chef de la diplomatie de ce pays botte en touche et réitère la ferme volonté de la Mauritanie de lutter contre la migration
irrégulière. À quoi faudra-t-il s'attendre des relations futures entre le Sénégal et la Mauritanie? Des analystes en sciences politiques donnent leur point de vue dans ce dossier réalisé par Seydou Nourouba. Yassine Fall, ministre des Affaires étrangères, a dit toute sa colère de voir nos compatriotes maltraités en Mauritanie dans le cadre de la politique migratoire. Nous avons aussi regretté les conditions d'arrestation des Sénégalais et les conditions d'expulsion des Sénégalais parce que tout simplement, bien sûr que chaque pays a ses lois, chaque pays a des conditions de titre de séjour. Le chef de la diplomatie mauritanienne refute tout traitement contraire au respect des droits des migrants, mais réitère la fermeté de son pays à combattre le phénomène. Le problème auquel le gouvernement a essayé de répondre est de ne pas laisser le territoire de notre pays se servir de passage pour des milliers de jeunes qui risquent leur vie dans des conditions extrêmement dangereuses. Dr Demba Gueye, analyste politique, maître de conférence à l'Université de Dakar, estime que la Mauritanie est dans son droit. La Mauritanie, je le rappelle, est un État souverain qui applique une politique souveraine de lutte contre l'immigration clandestine, une politique appliquée par d'autres États africains. On peut citer plusieurs États qui appliquent la politique des cartes de séjour. On peut citer le Gabon, il y en a d'autres. Et même au Sénégal, il y a des politiques, il y a des acteurs politiques qui prônent l'application des cartes de séjour au Sénégal. La souveraineté, chaque nation l'exerce comme elle l'entend, semble dire René Massiga Diouf, docteur en sciences politiques, et la question migratoire intéresse sans doute la Mauritanie. C'est dans cette perspective, par exemple, que la Mauritanie a pensé que la question migratoire constitue un phénomène très dangereux, probablement pour sa sécurité, et est en train de prendre les dispositions. Néanmoins, il faut reconnaître le fait que toute prise en charge d'une question aussi sérieuse, toute résolution d'une problématique aussi vaste doit prendre en compte les intérêts de certains États et devait faire l'objet d'une discussion dans le cadre de la coopération bilatérale entre les deux pays. Yassine Fall de rappeler qu'une commission mixte avec la Mauritanie a été mise en place lors de la visite du Premier ministre Ousmane Sonko, et la Mauritanie est d'accord pour proposer d'ici fin mars 2025 un nouveau cadre pour créer les conditions de séjour. En tout cas, pour les usagers des services de santé de part et d'autre du fleuve Sénégal, à la frontière entre les deux pays, les relations entre la Mauritanie et le Sénégal sont excellentes. La preuve, les établissements sanitaires de la région de Matam sont devenus des centres de santé de référence des patients mauritaniens qui apprécient leur prise en charge médico-sociale. Les Mauritaniens rencontrés par notre correspondant à l'hôpital de Ourossogui ont saisi l'occasion pour dénoncer les difficultés que rencontrent nos compatriotes de l'autre côté du fleuve. Ils regrettent et demandent aux autorités des deux pays de tout faire pour consolider les relations fraternelles de bon voisinage entre les deux peuples. Ali Bandelnion. Des Mauritaniens qui traversent le fleuve Sénégal à longueur de la journée vers les hôpitaux de Matam et de Ourossogui, en provenance de diverses régions de ce pays voisin, eux qui viennent trouver leur compte, n'hésitent pas à apprécier leurs excellentes conditions de prise en charge médico-sociale. Je m'appelle Adi Amani, Edi Babou. Je suis de guide ici. Je viens avec les malades. S'ils viennent me voir, je les amène à l'hôpital. Les parents mauritaniens, je suis leur ambassadeur au niveau de Ourossogui. On amène beaucoup de malades de tout Mauritanie. On vient jusqu'à Danouadibou, Néama, Ayoun, de tout Mauritanie. Les relations plus bonnes que toute chose. Nous, on n'a pas de problème à l'hôpital de Ourossogui. On est bien traités. Au moment où certains de nos compatriotes dénoncent des tracasseries de l'autre côté du fleuve Sénégal, ces Mauritaniens condamnent. On n'a pas d'accord avec eux. On leur demande de faire toutes les facilités pour les Sénégalais qui vivent en Mauritanie. Comme ce que les Sénégalais nous font au Sénégal. Policiers, gendarmes, population, qui fait toutes les choses bonnes pour les gens du Sénégal. Devenu centre de référence de toute la sous-région, l'hôpital de Ourossogui est pris d'assaut chaque jour depuis les premières heures de la matinée. Moi je réside à Réo, c'est l'autre ville qui fait face à Matam, en Mauritanie. Je reçois les patients qui viennent de très loin, ils viennent dormir à la maison et le lendemain on les conduit tôt le matin ici. Véritablement nous trouvons notre compte. Un Sénégalais doit être à l'aise quand il est en Mauritanie, tout comme un Mauritanien doit être à l'aise comme nous le vivons nous. Parce qu'ici on ne nous tracasse pas, on ne nous violente pas, on nous respecte. Les relations de bon voisinage entre les deux peuples sont beaucoup plus facilitées par les échanges fructueux entre les autorités administratives des trois régions frontalières, mais surtout des FDS qui périodiquement organisent des patrouilles conjointes de part et d'autre de la frontière. Matam, Ali Bandelnian, RFI. L'actualité internationale.
L'actualité internationale présentée par Fama John. Bonjour Fama. Bonjour Suleiman. En Guinée, 10 ans de prison requis contre un ancien gouverneur de la Banque centrale. Il s'appelle Ibrahima Chérif Ba. Il est jugé depuis décembre 2024 par la Cour de répression des infractions économiques et financières. Et cette cour lui reproche un décaissement sans trace d'environ 10 millions de dollars à la Banque centrale. Le procureur a aussi demandé hier, lors de l'audience, un mandat d'arrêt contre le gouverneur de la Banque centrale de Guinée de 1996 à 2004 qui, je le précise, est absent du procès. Il est à l'étranger pour des soins médicaux selon des membres de sa famille. La CRIEF, une juridiction anticorruption instituée par les militaires qui ont renversé le président Alpha Condé, doit rendre sa décision le 28 avril prochain. Niger, le rapport final des assises nationales remis au chef de l'État. Beaucoup de recommandations ont été formulées. La durée de la transition a été également évoquée sur le Tcham. Le rapport final des assises nationales tenu fin février à Niamey, qui propose un maintien du régime militaire au pouvoir pendant au moins 5 ans, a officiellement été remis au chef du régime, le général Abdourahmane Tiani, qui doit désormais l'adopter. Parmi les principales recommandations de ces assises, la durée de la transition est fixée à 5 ans minimum, renouvelable en fonction de la situation sécuritaire ou de l'agenda de la Confédération des États du Sahel, dans laquelle le Niger est réuni avec le Mali et le Burkina. Les assises sont aussi recommandées de faire monter en grade le chef du régime militaire en le faisant passer de général de brigade à général d'armée, ou encore la dissolution des partis politiques actuels et l'élaboration d'une nouvelle charte pour leurs activités. Ce n'est plus le moment de rancœur, de division, d'adversité stérile, a déclaré Abdourahmane Tiani. Il a par ailleurs invité les Nigériens à apprendre dorénavant à se pardonner. Le général Tiani est au pouvoir depuis juillet 2023 par un coup d'État au cours duquel il a renversé le président élu Mohamed Bazoum. Parmi les anciens présidents présents lundi figurait notamment Mahamadou Issoufou, chef d'État de 2011 à 2021, qui avait passé le flambeau à Mohamed Bazoum. Le général Tiani devrait prochainement entériner les recommandations de ce rapport. Sodecham, toujours en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, cette fois-ci, Charles Blé Goudé, président du Congrès panafricain pour la jeunesse et l'égalité des peuples, ne figure toujours pas sur les listes électorales ivoiriennes, malgré tous ses appels. Hier, à Abidjan, il a annoncé devant la jeunesse de son parti qu'il pourrait y avoir un revirement de situation. Gobia Yabi. Évoquant la question de sa réinscription sur la liste électorale, Charles Blé Goudé, président du COGEP, a promis une sortie dans le dos, expression ivoirienne, pour annoncer une surprise avant la présidentielle d'octobre 2025. Moi, je ne suis pas pressé. Moi, je ne suis pas pressé. J'ai pris un seul exemple, l'exemple du Sénégal. Il s'appelle Ousmane Sonko. Il est en ce moment Premier ministre. Son nom était rayé de la liste électorale comme moi. Ils l'ont arrêté, ils l'ont mis en prison. Et son nom a été rayé de la liste électorale. C'est à 10 jours des élections qu'il a été libéré. On n'a pas écrit son nom sur la liste électorale. Son compagnon s'appelle Diomaye Faye. Il est en ce moment président du Sénégal. Lui aussi, son nom a été rayé de la liste électorale. On l'a libéré à 10 jours des élections. Mais lui, ils ont mis son nom. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit non, il n'a pas la même popularité que Ousmane Sonko. Mais le génie de Ousmane, il a pensé équipe. Ousmane Sonko ne dit pas, comme il n'y a pas mon nom sur la liste électorale, alors il n'y a pas d'élection. Il n'a pas dit ça. Il a dit, ok, il n'y a pas mon nom, Diomaye. Comme ils ont mis ton nom sur la liste, tu es notre candidat. Ce n'est pas les deux qui ont gagné. Dans le pays sale, est-ce que quelqu'un peut un jour réfléchir comme ça aussi? C'est pourquoi ceux qui ont rayé mon nom, moi je les laisse. J'ai dit, il est sorti dans le dos. À 8 mois de la présidentielle, le nom du président du COGEP ne figure toujours pas sur la liste électorale. Malgré tout, il demeure confiant et n'a aucun doute sur un possible revirement de situation. Gobia Yabi, Abidjan, RFM. Et pour terminer, Suleiman, vous le savez, les États-Unis et l'Ukraine ont réussi à s'entendre sur un accord pour un cessez-le-feu hier mardi en Arabie Saoudite. Le projet doit être validé par la Russie, mais les Américains ont d'ores et déjà annoncé la levée immédiate de la suspension de leur aide militaire. Le porte-parole du Kremlin a assuré qu'un appel téléphonique au plus haut niveau entre Donald Trump et Vladimir Poutine devrait avoir lieu dans un délai assez court. C'est
C'est ce mercredi que le Kremlin a dit attendre d'être informé par Washington de sa proposition de trêve de 30 jours que l'Ukraine a acceptée à la veille à l'issue de pourparlers américano-ukrainiens en Arabie Saoudite. Souleymane. Merci Fama John. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons de la proposition de loi interprétative introduite par le député de PASTEF Amadouba au sujet de l'amnistie des faits relatifs aux événements politiques entre 2021 et 2024. Et pour ce faire, nous serons avec M. Ibrahim Malikchoun, juriste, et M. Alioune Souaré, spécialiste des questions parlementaires. RFM Sport. Avant cela, le journal des sports avec vous, Malal Junior Diagne. Bonjour. Bonjour, Souleymane. Maître Augustin Senghor n'ira pas au Conseil de la FIFA. Le verdict est tombé ce matin après le vote pour désigner les 6 représentants du football africain qui vont siéger au Conseil de la FIFA. Maître Augustin Senghor est arrivé 10e avec 13 voix. Donc le président de la Fédération sénégalaise de football ne fera pas partie donc de ce Conseil de la FIFA. Pourtant, Augustin Senghor avait battu campagne pour solliciter le vote de certains responsables du football africain dans différents pays, avec son parcours, mais également avec le palmarès du Sénégal de 2022 jusqu'à 2024. Augustin Senghor et ses soutiens espéraient obtenir les voix nécessaires pour aller donc siéger au niveau de ce Conseil de la FIFA. Malheureusement, cela ne s'est pas fait. Nous reviendrons sur cela avec Sodecham au cours de cette édition. Le football, on en parle toujours, c'est OK, Sodecham est là. Donc on va suivre un peu le résumé de cette journée marathon pour les sièges au niveau du Conseil de la FIFA. Le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, ne fera pas partie des représentants africains au niveau de la FIFA. À l'issue du vote, le président sénégalais est arrivé à la 10e position avec seulement 13 voix. Une situation qui désole les Sénégalais qui ont assisté à cette Assemblée générale extraordinaire, comme Bakary Cissé de D-Sport. Oui, il faut dire que c'est le désarroi qui est le sentiment le mieux partagé ici au sein de la délégation sénégalaise présente au Caire. Malheureusement, Maître Augustin Senghor ne siégera pas au sein de l'instance fêtière du football mondial. Il a été battu parce qu'à l'arrivée, il n'a eu que 13 voix. Donc sur les 53 pays qui ont voté. Avec son parcours au niveau de la CAF, beaucoup d'amateurs du football pensaient voir Augustin Senghor être parmi les 6 membres du Conseil de la FIFA. Mais d'après Bakary Cissé, ces résultats étaient prévisibles. On avait déjà les prémices de cet échec qui étaient déjà palpables depuis quelques semaines, parce qu'effectivement la FIFA et certains dignitaires de la CAF avaient déjà concocté une liste et donc le protocole de la Mauritanie. C'est vrai que ce protocole de la Mauritanie n'a pas prospéré comme il se doit, parce qu'il y a eu une petite résistance, surtout du côté de l'Afrique australe et de l'Afrique de l'Est, c'est-à-dire la COSEFA, la zone COSEFA et la zone COSAFA. Ils n'ont pas voulu suivre et donc les Anglais n'ont pas voulu suivre. Il y a eu une dernière liste qui a circulé hier soir, et donc je pense que c'est cette liste-là qui est passée. Principale mission du Conseil de la FIFA sont définir les grandes orientations politiques du football mondial, superviser l'organisation des compétitions internationales dont la Coupe du Monde, valider les réformes et les règlements de la FIFA et veiller à la répartition des fonds et programmes de développement du football. Le Sud-Africain, lui, Patrice Motsepe, a été réélu sans difficulté président de la CAF ce matin également. On va passer à l'éliminatoire, aux éliminatoires de la Coupe du Monde de 2026. Les nombreux blessés inquiètent les spécialistes. Et le Sénégal qui doit jouer 2 rencontres importantes face au Soudan et au Togo les 22 et 25 de ce mois. Mais il y a beaucoup de joueurs cadres blessés avec leur club, ce qui pose donc des difficultés à mettre en place une sélection digne pour jouer et défendre les couleurs du Sénégal crânement. Abou Bakriba, journaliste sportif, a répondu à la question de savoir qui mettre pour remplacer les blessés à Chérian Diagne. Toujours compliqué de devoir se passer des services de certains joueurs qui étaient déjà installés dans la sélection à la veille de 6 grands événements.
parce que ces deux prochaines journées du mois de mars sont des journées très très importantes. Le Sénégal va rencontrer son principal challenger du moment, puisque c'est le Sénégal va jouer contre le Soudan, qui est le premier du groupe. Oui, se priver de joueurs qui connaissent bien la tanière, qui ont leurs habitudes, c'est compliqué. Mais quand on est une grande équipe, et le Sénégal, c'est ma conviction, est une très grande équipe, on doit également pouvoir composer avec des absences. Aujourd'hui, globalement, l'équipe du Sénégal, l'équilibre du Sénégal n'est pas très bouleversé par ces absences. On touche du bois, alhamdoulilah, pour le moment. Donc, le plus important, c'est cette dynamique qu'il faut préserver. Il y a un nouveau coach qui a une série de 4 victoires, et les joueurs du Sénégal sont conscients qu'il faut aller chercher ces 6 points pour le mois de mars pour être tranquille, en tout cas, parce qu'après, il y a une très longue période d'attente jusqu'au mois de septembre. Il est très important pour le Sénégal de pouvoir se relancer dans cette course pour la qualification à la Coupe du Monde, en comptant sur les joueurs qui sont là actuellement, et surtout en gardant en tête qu'une grande équipe, c'est une équipe qui sait compenser des absences. La Ligue des Champions, choc à Madrid. Avec l'Atlético de Madrid qui va tenter de renverser le Real pour aller en quart de finale à l'aller. Les Merengues avaient battu les Colchoneros sur le score de 2-1. Autre rencontre, Lille contre Dortmund, Arsenal face à PSV Eindhoven et Aston Villa qui joue contre Club de Bruges Suleiman. Merci Malal Junior Diagne. RFM 94.0, la radio en puissance. Retour à l'actualité, l'incident survenu hier à la cité Keur Gorgui qui interpelle la sécurité au travail. Je vous rappelle que 3 ouvriers ont perdu la vie après une chute de plusieurs mètres alors qu'ils nettoyaient la façade vitrée d'un immeuble. La question des protections est une urgence pour les métiers à risque et ce en hauteur. Les experts se prononcent dans ce sujet réalisé par Nafissa Toussila. La sécurité au travail, un volet très important et surtout pour les métiers à risque. Mais bien souvent, dans ces secteurs, les travailleurs sont exposés à une sécurité précaire, pour ne pas dire inexistante. L'incident d'hier à la cité Keur Gorgui en dit long. Amadou Fall Canard Diop insiste sur les équipements de protection pour le travail en hauteur. Il est expert en réduction des risques et gestion des catastrophes. Le travail en hauteur est spécifique à une réglementation. La réglementation veut qu'il y ait d'abord une protection collective et des équipements de protection individuelle. L'équipement de protection n'était pas adéquat et les ouvriers n'avaient pas d'équipement de protection individuelle. Les équipements de protection individuelle, c'est le casque, les gants, les bottes, les lunettes, mais surtout pour le travail à hauteur, le harnais de sécurité. Ça n'a pas été fait. Des défauts auxquels il urge de remédier. Amadou Canard Diop interpelle les entreprises de BTP et l'État du Sénégal. L'État doit quand même revoir la méthodologie par rapport aux entrepreneurs de BTP. Ils doivent imposer qu'il y ait un coordinateur sécurité et protection de la santé. Ce coordinateur sécurité et protection de la santé va inspecter et valider le matériel de protection collective. Dans tous les cas, la responsabilité pénale des entreprises est engagée, nous dit Ndene Ndawa. Il est le chef de division de la législation et des programmes de sécurité de santé au travail. Maintenant, en termes de responsabilité pénale, sociale ou autre, si l'accident est lié, c'est à l'employeur de justifier qu'il a mis en place l'ensemble des mesures de prévention afin qu'il n'y ait pas d'accident. S'il n'est pas en mesure de démontrer qu'il a mis en place l'ensemble des mesures, dans ce cas-là, sa responsabilité pénale pourrait être engagée. On l'a vu, beaucoup d'employeurs aujourd'hui qui ont fait l'objet de procédures pénales parce qu'ils ont manqué à ce qu'on appelle l'obligation de sécurité de moyens renforcés. Il suffit que vous avez mis en place les mesures idoines pour prévenir l'accident de travail. Dans ce cas-là, votre responsabilité civile, sociale et pénale pourrait être engagée. Pour lui, les travailleurs doivent être protégés. En procédant à la déclaration de leur activité au niveau des services du travail. Et autre chose qui est extrêmement important, c'est qu'ils doivent identifier, évaluer les risques parce que c'est déterminant. Après cela, il y a ce travail d'information et de formation qu'il faut faire parce que lorsqu'on aura identifié et évalué, il faudrait former et informer les travailleurs sur le type de risque. Autre fait soulevé par nos experts, les défauts d'assurance, une autre problématique selon eux. Et puis, je vous le disais dans les titres, le lac Redba retrouve son identité après avoir subitement perdu sa couleur suite aux inondations d'août 2022. Le lac est redevenu rose depuis ce week-end.
un ouf de soulagement pour les défenseurs de ce site touristique. Mais attention, la bataille n'est pas complètement gagnée. Il faut continuer le plan de gestion et de sauvegarde mis en place, avertit un expert. Le dossier est signé Anna Rocha. Samedi 8 mars, le lac a complètement retrouvé sa couleur rose. Ça faisait quelques semaines déjà que les acteurs du tourisme local l'observaient avec beaucoup d'espoir. Ibrahim Mbaye est le président de l'association Art Lac Rose. Il n'est pas subitement rose parce que 3 mois avant, on avait vu que la couleur revenait petit à petit. Mais là, 8 mars, là, on peut dire que le lac a vraiment bien retrouvé sa couleur rose. Ça va vraiment donner une ouf de soulagement à tous les acteurs touristiques. Les agents de voyage qui ne vendaient plus la destination du lac rose, les hôtels, les restaurants, tout le monde va se retrouver de son compte en fait si le lac est rose parce que ça va faire bouger les choses de tous les secteurs. En 2022, la saison des pluies a été particulièrement éprouvante pour les populations riveraines. La montée des eaux du lac, usée notamment, avait fortement impacté le site. Dr Cherbow est le directeur général du Centre de suivi écologique. C'était dû à un phénomène exceptionnel et un concours de circonstances. Le lac souffre de son environnement immédiat, de l'humanisation autour du lac. Vous suivez mon regard, des bandes de filao qui sont complètement agressés, beaucoup d'agriculture sur des terres qui devraient être des zones d'infiltration, mais surtout l'urbanisation et l'expansion des établissements humains, notamment le village de Niaga. Du coup, on se retrouve dans un environnement où il y a beaucoup d'effluents et d'eau usée qui peuvent s'écouler très rapidement et envahir un peu l'équilibre fragile du lac rose. Il faut dire que la couleur rose de ce lac est liée à des cyanobactères qui sont des micro-organismes qui se développent dans des zones de haute densité de sel. Et le lac en est un. Juste après, un plan de relance et de sauvegarde avait été mis sur pied. L'application des recommandations du comité en charge du dit plan explique en partie ce nouveau changement. La proposition qu'on avait faite était sur plusieurs axes. Le premier axe, et qui est le plus important pour moi, c'était de contrôler un peu les écoulements qui arrivaient au niveau du lac et le centre de suivi écologique dans un plan de gestion et de sauvegarde du lac avait fait cette proposition. Et cette proposition a conduit à l'aménagement de grands bassins de rétention autour du lac. On en avait fait 2 et il était question d'en faire un peu plus avec un cubage assez important pour que des grandes quantités d'eau n'arrivent pas au niveau du lac. Le deuxième effort, c'était pour reconstituer un peu le couvert végétal autour du lac parce que la végétation est une pompe biologique et ça réduit un peu les grandes quantités d'eau qui peuvent arriver subitement au niveau du lac et qui réduirait la densité du sel et donc les cyanobactères. Pour maintenir le cap, il faut impérativement continuer cet effort de sauvegarde car après Gorée, le lac Rose est le deuxième site le plus visité du Sénégal. Electronic Corp et Beko vous offrent votre revue de presse. La revue de presse avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Abrogation partielle de la loi d'amnistie, PASTEF veut une loi sur mesure. Vers l'abrogation partielle de la loi d'amnistie, constate d'ailleurs Vox Populi. Amadouba protège les casseurs, regrette le quotidien. Une loi Amadouba lourde d'enchères ou en gestation, prévient le journal Les Échos. C'est parce que seuls les faits ayant exclusivement une motivation politique seront amnistiés. La proposition examinée en commission technique le 21 mars prochain et en plénière le 2 avril prochain. Diomaye a donné son avis favorable, écrit encore le confrère. Le journal Vox Populi pointe l'exposé des motifs de la loi. La volonté du législateur, dit le confrère, n'a donc jamais été de laisser impunis des infractions de droit commises sans aucun lien avec une motivation politique. La loi d'amnistie n'a pas entendu exclure de son champ d'application la prise en charge des droits des victimes. Dans tous ces états, Thierno Alassane Sall parle d'interprétation de la farce. Le journal Le Quotidien lui a ouvert ses colonnes et il s'interroge. Walfadri, qui embraye sur la même note, relève en fait que le régime PASTEF veut simplement une loi sur mesure. Nous restons dans le domaine de la loi avec cette autre demande levée de l'immunité parlementaire de Moustapha Diop. L'ancien ministre va droit vers le purgatoire, alerte l'Observateur. L'Assemblée a été saisie par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, à défendre le lever de l'immunité parlementaire de l'ancien compte du régime Sall. La commission a donc mise en place dès ce mercredi, indique les quotidiens. Le journal Le Témoin se demande alors, est-ce le début de la fin pour Moustapha Diop? L'info relève en tout cas que Moustapha est sur les pas raides de Farba Ngom. Sur ça, note que c'est
liés aux 700 millions de francs CFA virés par Tabaski Ngom sur les comptes de Moustapha Diop. Direct News de se demander alors si Moustapha Diop n'était pas justiciable de la Haute Cour de justice. Parce que, certes, il est aujourd'hui député de la 15e législature, mais il était ministre, rappelle la publication. Le journal parle de lecture biaisée de la loi. Mansour Faye toujours en colère après avoir été bloqué à l'aéroport international Blaise Diagne. Son parti a séchevé hier conférence de presse pour dénoncer son blocage. La mesure est vivement critiquée par la paire, signale le Témoin. La paire accuse le régime actuel de dérive dictatoriale. Tribune. Direct News note que Mansour Faye était bel et bien présent à la conférence de presse, mais il a préféré garder le silence. Il n'a pas pu payer mot durant tout l'exercice. L'ex-régime pointe une dictature rampante et sonne la mobilisation. Dans Vox Populi, Ousseynouli et Wali Diouf Boyan, tous de Pastef répliquent durement après les coups de sabot de Marième Faisal. Mimi Touré, elle aussi, raille son ancien camarade. Pas de Yoleko pour carnassier de nos finances publiques, raille encore Mimi et Touré. Dans le journal Tribune, Gom Sabop accuse le régime de dictature rampante. C'est au sujet des arrestations ciblées de chroniqueurs et de dignitaires de l'ancien régime. La prouesse de Pastef est d'avoir réussi à compter plus de prisonniers politiques de réalisation en 9 ans de pouvoir, relève le confrère. Enquête qui fait focus sur le régime qui change de ton face aux insulteurs, de l'amnistie à la répression, pointe enquête. Hier, les députés de Pastef ont réclamé le rapatriement des insulteurs de la diaspora, Mola Morgan et compagnie dans le viseur. Le durcissement du régime face aux critiques soulève des questions sur les limites de la démocratie. À la une du journal Le Quotidien, la convention entre le Sénégal et le Maroc, sale ombre à Soweto après la loi portant transfèrement des condamnés, les deux pays en discussion sur de nouvelles conventions pénales et d'extradition. Le journal Sud Quotidien note que Yassine Fall, la ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, a été claire. Cette loi ne vise pas Macky Sall. Commentaire de sucré salé. Il y avait du théâtre hier à Soweto. L'hémicycle de la place Soweto est la plus grande scène de spectacle du Sénégal. Les régimes passent, les acteurs bougent, mais les pièces sont toujours désopilantes. Tout est bon pour se faire remarquer. La convention avec le Maroc était censé servir à renvoyer Macky Sall au pays Manu Militari. Cette baudruche percée, on nous resserre une version édulcorée de l'interprétation de la loi d'amnistie qui n'est plus du tout abrogée. Pas étonnant que le théâtre meure au Sénégal alors que Sorano et Doudou Ndiaye Coumba Rose n'abritent que de la musique. Soweto est la meilleure salle pour les comédiens. Rail encore sucré salé. Bonne nuit à tous. Electronic Corp et Beko vous ont offert votre revue de presse. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. 12h43 minutes. Bienvenue dans notre rubrique Point de vue pour débattre de la loi interprétative dont une proposition a été introduite par le député Amadou Ba 2 de PASTEF et dont on discute bientôt à l'Assemblée nationale, notamment en plénière début avril. Pour en parler, nous sommes en ligne et en direct avec M. Alioune Souaré, spécialiste des questions parlementaires. M. Souaré, bonjour. Bonjour, M. Soleiman. Nous allons être rejoints tout à l'heure normalement par M. Ibrahim Malik Thioune, qui est juriste. Mais avant cela, Alioune Souaré, quelle est votre lecture de ce débat qui s'est posé depuis quelque temps sur l'abrogation totale ou partielle? On sait maintenant que l'option qui a été décidée par la majorité parlementaire, c'est cette loi interprétative. D'abord, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est courant à l'Assemblée nationale? Et encore une fois, comment vous analysez cette évolution, ce glissement dans les concepts et dans les choix qui ont été faits? Oui, je crois qu'il faut avoir deux niveaux de lecture. La première, d'abord, porte sur la proposition de loi interprétative. Vous savez que, donc la Constitution, à son article 80, donne la plénitude du droit aux députés de pouvoir initier des textes de loi. C'est-à-dire une proposition de loi comme
donc de même que le Premier ministre et le Président de la République. Je crois que les personnes habilitées à faire prendre des initiatives en matière législative, ce sont ces personnes indiquées. Donc c'est une première, effectivement, qu'au niveau de l'Assemblée nationale, en tout cas à mon niveau de recherche, qu'on retrouve une proposition émanant d'une initiative parlementaire et qui porte sur l'interprétation de la loi. Parce que jusqu'ici, je crois que nous étions habitués à voir le juge interpréter et appliquer la loi. Donc, c'est dire que c'est une première, en tout cas, à mon niveau de recherche. Donc, c'est dire que cette loi interprétative, le deuxième niveau de grille niveau de lecture, c'est par rapport maintenant aux dispositions qui ont effectivement été parce que vous savez que sur la définition même juridique de la loi interprétative, on vous dit que la loi interprétative a pour objet d'expliquer, de clarifier le contenu d'une loi intérieure sans y rajouter de nouvelles dispositions. Donc, elle est utilisée lorsque la rédaction initiale prête des ambiguïtés. Donc, je pense qu'effectivement, maintenant, est-ce que c'est le cas? Parce que la proposition de loi que nous avons vue, si vous faites une lecture croisée de cette proposition de loi par rapport au texte initial, pratiquement, on a beaucoup de raisons on se pose en tout cas beaucoup de questions, parce que nous avons vu effectivement dans le texte initial, il est dit que sont amnistiés de plein droit tous les faits susceptibles de revêtir une qualification d'infraction criminelle et correctionnelle commis entre le 1er février 2024 et le 1er février le 25 février 2024. Oui. 2025. Se rapportant, et d'ailleurs c'est le terme que peut-être qui a été repris effectivement dans la proposition, se rapportant à des événements, à des manifestations ou ayant une motivation politique. Donc, vous voyez que les mêmes expressions ont été reprises et dans la proposition de loi, dans la nouvelle version que nous avons, en tout cas que j'ai vu au niveau de la presse, que c'est les mêmes termes qui ont été repris. Donc, on se pose la question maintenant où est l'explication. Mais justement, alors malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. Vous me permettrez d'introduire votre co-débatteur, notre deuxième intervenant, pour tenter de répondre justement à votre question. Monsieur Ibrahim Malik Thioune, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes juriste. Je dois signaler que vous avez produit il y a quelque temps une contribution dans la presse. Je peux même préciser que cette contribution, on peut la consulter, elle date de janvier 2025. On peut la consulter sur le site de Séné Plus et c'est intitulé « L'abrogation de la loi d'amnistie, un délirium juridique ». J'essaie de résumer autant que faire est possible. Vous dites que la souveraineté législative qu'évoquait tout à l'heure M. Alioune Souaré, c'est-à-dire la capacité donnée au Parlement d'initier des propositions de loi, ne suffit pas à justifier une loi d'abrogation, l'abrogation de la loi d'amnistie, parce qu'il faut avoir un regard un peu plus large sur les conséquences juridiques, politiques, sociales d'une telle abrogation. Tout à l'heure, M. Souaré lui-même disait qu'il se demandait où se trouvait la différence entre la loi initiale portant abrogation et la loi interprétative. Est-ce que pour vous, cette inflexion, le fait qu'on passe d'une loi d'abrogation de tous les faits à une loi interprétative qui est censée restreindre un peu le champ d'application, ça change votre opinion globale et initiale que vous aviez dans votre contribution?
Oui, merci. Ça ne change pas ma position sur la loi d'amnistie, son abrogation. Si vous avez bien lu cet article-là, j'ai deux positions. La position technique qui consistait à un peu déblayer l'ensemble des obstacles juridiques qui peuvent s'opposer à une abrogation d'une loi d'amnistie. Et d'autre part, il y avait une position principale qui consistait à dire qu'il ne faudrait pas que la loi d'amnistie soit utilisée comme étant un abri d'immunité de certaines personnes. Il ne faudrait pas que la loi d'amnistie soit abusivement utilisée pour servir de manteau d'impunité, d'inaccessibilité à la justice à certaines personnes qui auraient commis un certain nombre d'infractions. La loi d'amnistie est une loi de pardon, d'oubli. C'est lorsqu'il y a de grandes conflictualités sociales, justement, que pour résoudre ces conflictualités sociales, on passe par la loi d'amnistie. Mais si on observe que la loi d'amnistie a été utilisée pour des fins personnelles et particulières qui ne sont plus cette idée de cohésion sociale, je crois que la loi d'amnistie en tant que telle pose problème. Mais je reste sur mes positions. Sur maintenant, la question qui nous concerne, à savoir la loi interprétative. Il faut faire très attention parce qu'une loi interprétative, elle doit interpréter. Une loi interprétative ne doit faire rien d'autre qu'interpréter, c'est-à-dire clarifier un certain nombre de concepts qui sont dans une loi antérieure et qui n'ont pas été bien comprises ou bien qui ont été mal exprimées. Il appartient à ce moment-là en principe à l'Assemblée nationale qui a la souveraineté législative, en pratique au juge qui, lorsqu'il a devant lui une loi qui est un peu problématique, interprète. Mais dans le cas d'espèce, on est devant le juge, devant le législatif, le pouvoir législatif qui réinterprète une disposition qu'il juge un peu floue, un peu compliquée, un peu alambiquée. Mais le problème surgit à partir du moment où on analyse cette loi interprétative. La loi interprétative est un outil qu'il faut manier avec énormément de prudence parce qu'il lui est attaché des conséquences juridiques qui sont parfois terribles pour le corps social. La loi d'interprétation est une loi par principe rétroactive parce qu'on considère qu'elle ne change pas le dispositif légal antérieur. On dit qu'elle vient pour expliquer quelque chose, elle ne vient pas pour y ajouter ou y retrancher quelque chose. Elle vient juste pour expliquer. Mais ces effets peuvent être rétroactifs. Ces effets en principe sont rétroactifs, voilà. Oui, parce que ça porte sur une ancienne loi. Une loi interprétative vient interpréter une loi qui était déjà dans le dispositif légal. Et la loi d'interprétation vient pour clarifier les termes de cette loi qui n'étaient pas clairs. Donc la loi d'interprétation n'a pas pour fonction d'apporter de nouveaux dispositifs ou de retrancher du dispositif existant, quoi que ce soit. Or, si on regarde bien cette loi qu'on lui dit interprétative, elle a tous les atouts et les allures d'une loi modificative parce qu'elle réduit le champ d'incrimination de l'ancienne loi d'abrogation. La loi d'interprétation ne peut pas réduire le champ d'incrimination qui a été posé par l'ancienne loi. Ce n'est pas possible. On vous a bien compris. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps, mais je ne peux ne pas vous poser la question du recours. Si cette loi est adoptée à l'issue de la plénière et passe tout le processus de validation, etc., à ce moment-là, quelles sont les options possibles pour ceux qui souhaiteraient peut-être attaquer cette loi-là? L'inconstitutionnalité de la loi qui peut être posée devant le Conseil constitutionnel qui aura à charge de voir si oui ou non cette loi est conforme à la Constitution. Et dans le cas d'espèce, comme on est dans une loi ordinaire, ce n'est pas une loi organique, on est obligé d'aller par ce qu'on appelle l'exception d'illégalité. Vraiment désolé qu'on n'ait pas plus de temps pour développer, mais ce débat va se poursuivre en Wolof tout à l'heure. Merci à tous les deux, Ibrahima Malick Thioune, juriste, et Alioune Souaré, spécialiste des questions parlementaires. C'est la fin de cette édition à 12h54. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et m'a aidé à vous la présenter. El Hadj Ndiogou Diène à la rédaction en chef, chef d'édition Barthélémy Ngom, à la mise en onde Abdoulaye Diop, à la production Alioune Ba et Kader Lo. À 13h, retrouvez Barthélémy Ngom pour le Grand Journal en Wolof. Excellente suite des programmes sur la